Le terrain de l'épreuve d'admission des joueurs était complètement préparé. Mais sur les visages des juges assis là-bas, il y avait une immense déception. La journée entière était passée. Des candidats, les uns après les autres, étaient venus. Mais aucun n'avait eu la chance de réussir. C'est alors qu'entre dans l'arène le candidat numéro 75. À sa vue, les yeux d'un examinateur s'écarquillent et son esprit tourne. Ce type, dans un examen de niveau débutant, n'avait pas apporté un ou deux objets, mais tout un arsenal d'armes, une longue glaive. C'est-à-dire une lance, un arc, un carquois rempli de flèches, des couteaux de lancer, une dague. Et, suspendue dans son dos, une épée brillante. Le juge en chef interpelle d'en haut, « Es-tu prêt ?» Au milieu de cette arène immense et vide, cette petite silhouette, sans prononcer un seul mot, se contente de hocher la tête en silence. Dès que le test commence, de toutes parts, 20 gobelins féroces apparaissent simultanément. Notre héros, parfaitement calme, les compte. Et pense en lui-même, ces faux gobelins ressemblent beaucoup aux vrais de près. Puis un léger sourire se dessine sur ses lèvres et il dit, peu importe à quel point on imite bien un poisson, face à la réalité, vous n'êtes rien. Les gobelins hurlés se précipitent sur lui de toute direction. Mais au moment où il fait tournoyer sa lance une fois rapidement dans les airs, tous les gobelins de la première vague sont déchiquetés en plein vol. Avant même que ces monstres comprennent ce qui leur arrive, ils se transforment en cubes bleus, c'est-à-dire en fragments numériques, et disparaissent. Le courage des monstres restants s'arrête là. Le héros fait un autre puissant mouvement avec son arme et tout le groupe de gobelins s'éparpille dans les airs comme des quilles de bowling. Sans se retourner, sa main se pose en un clin d'œil sur les couteaux de lancer. Avec une lueur rouge, les couteaux s'envolent de ses doigts et chaque gobelin est cloué au sol. Ceux qui restaient, voyant le sort de leurs compagnons, s'enfuient là. Que entre les jambes. Mais notre héros avait déjà bandé son arc. D'un ton glacial, il dit, il n'y a plus aucun intérêt à fuir maintenant. Avant qu'un seul gobelin ne puisse se retourner, une flèche fend l'air droit devant ses yeux et le traverse. Son tir était si précis et si net parce que celui qui lui avait appris l'art du tir à l'arc n'était nul autre que Gilbert Grimm, le plus grand archer du monde. Pendant cet instant, on aurait dit que la légende elle-même tirait des flèches à travers ce garçon. Les derniers monstres restants ont montré leurs dents. S'il faut mourir, autant mourir en combattant. Ils avancent pour tenter leur dernier coup. Le héros range calmement son arc et dégaine son épée. Quand la lame de l'épée frotte contre le sol en avançant, des étincelles jaillissent dans l'arène. Les gobelins l'encerclent de tous côtés et bondissent ensemble, et c'était précisément le moment qu'il attendait. Sa prise sur le pommeau de l'épée se renforce. Un seul mouvement et tous les gobelins bondissant dans les airs sont coupés et tombent en un tas. Mais là, il s'arrête soudainement. Il réalise que, pour un examen de nouveaux joueurs, il a peut-être donné une performance un peu trop surpuissante. Alors que son adrénaline diminue, ses jambes commencent à trembler. Il pense, je vais devoir entraîner ce corps faible à nouveau à partir de zéro. De l'autre côté, un silence de mort règne parmi les juges assis en haut. Ils ne peuvent que murmurer, incroyable. L'examinateur en chef pose sa tasse de thé sur la table et annonce que le résultat est tombé. Le candidat numéro 75, C.O. Junot, a réussi. Toute la salle était encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir, et une seule question résonnait dans l'esprit de chaque juge, qui est ce garçon ? Pour connaître la réponse à cette question, il faut remonter exactement 25 ans en arrière. À l'extrémité la plus lointaine et la plus dangereuse du dernier donjon de l'humanité, le protecteur de l'humanité se tenait debout, et devant lui se trouvait la reine de glace. Cette monstre féroce qui avait gelé l'ensemble de l'océan Pacifique. D'un simple geste de ses doigts. La reine de glace se moque de lui en riant, comment te sens-tu d'être arrivé jusqu'ici tout seul, après avoir abandonné toute ton équipe à la mort ? Tu ne
C'est rien de la vérité de ce monde. Mais notre héros l'interrompt au milieu de sa phrase, « Je n'ai pas le temps d'écouter des idioties. » La reine forge une immense épée de glace puantre. Ses mains et Juno répond directement, « Je vais t'éliminer ici et maintenant et effacer ce cauchemar pour toujours. » Les deux s'entrechoquent dans les airs et leur vitesse était si grande qu'on aurait dit un combat de Goku dans Dragon Ball Z. La reine de glace concentre sa puissance magique de glace dans ses mains et tire à bout portant. Mais Juno l'évite de justesse. Et puis vient le coup final. Une lumière noire perce ce silence bleu et brille. La reine de glace tombe à genoux et notre héros se tient derrière elle. Mourante, la reine de glace dit « Ça t'a plu ?» Juno répond d'une voix froide, « Je ne peux absolument pas dire ça. » Alors qu'il avance pour mettre fin au combat, le corps de la reine de glace commence à briller et soudain, le corps même de Juno commence à geler. La glace grimpe sur ses mains, son cou et son visage. C'est alors qu'un message système clignote, vous absorbez le noyau de la reine de glace, et jusqu'à ce que ce processus soit terminé, vous resterez dans un sommeil profond. La dernière scène que Juno verra pendant 25 ans est celle qui s'offre à ses yeux. Maintenant, remontons à exactement 76 heures avant cette bataille historique. Devant les marches de ce donjon, les 5 plus grands héros du monde étaient debout. Mais il y avait une condition très stricte, seul l'un d'entre eux pouvait monter ces marches. Un guerrier massif, couvert de tatouages, frappe le mur de glace de son poing en colère. Il est furieux que choisir l'un d'entre eux revienne à condamner les 4 autres à mort. C'est alors qu'un cow-boy baisse son chapeau et admet que la situation est contre eux. Mais au fond, chacun savait déjà qui serait cet homme. Même ce guerrier massif et enragé s'agenouille et accepte, car dans ce monde entier, il n'y avait personne d'autre comme Spectre. Le jeune homme acceptait, en un instant. 4 guerriers courageux confient la décision de leur vie à un seul homme. Toute l'équipe se tenait devant lui. Leur visage ne reflétait pas la peur, mais la confiance. Ils ont dit qu'ils savaient que leur sacrifice ne serait pas vain. Notre héros Juno hésite un peu et murmure, « Il y a très peu de gens qui me considéreraient comme leur ami. » À cela, le cow-boy répond en souriant. « Nous sommes prêts à te suivre même dans la gueule de la mort. » La guérisseuse de l'équipe sourit aussi et dit, « Notre sacrifice ne sera pas vain. » De la bouche de Juno ne sort qu'un mot. « Lent, vous. » Puis, après avoir pris une profonde inspiration et s'être excusé auprès d'eux, il avance seul sur ses marches glacées. Maintenant, l'histoire fait un bond de 25 ans en avant. L'année est 2024. Dans un musée célèbre, une exposition est en cours. Elle raconte ces monstres que l'humanité n'a pas encore réussi à vaincre. La présentatrice explique à tout le monde comment la reine de glace a gelé l'océan Pacifique entier d'un simple geste de ses doigts, et comment 5 grandes légendes sont allées en Antarctique pour l'arrêter. Ces 5 héros sont encore là, devant tout le monde, figés en statue de glace. C'est alors que, du milieu de la foule, un enfant studieux portant des lunettes se met soudain à crier et pointe du doigt la statue, la statue de glace a bougé. La présentatrice rit et balaie ses propos, disant que la température de cette chambre est contrôlée 24 heures sur 24. Rien ne peut arriver à ces statues. Mais soudain, juste derrière elle, un bruit terrible de glace se brisant retentit. L'explosion éclate avec une déflagration de glace et, parmi les débris, un homme tombe dehors. Il est à genoux et tremble. C'est alors qu'un message système clignote devant ses yeux, le processus d'absorption du noyau est terminé à 100%. Après 25 ans de sommeil profond, le premier mot qui sort de la bouche de notre frère est froid. Et puis une nouvelle notification apparaît, compétence de rang X déverrouillée, le pouvoir de la glace de Frost. En quelques heures, cette nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. La plus grande légende de l'histoire s'était réveillée. Après 25 ans de sommeil glacé, le retour de Spectre était un fait. De l'autre côté, notre grande légende est assise sur le lit d'hôpital et défile les gros titres des
Journaux comme un grand-père qui découvre Internet pour la première fois. 25 années entières. S'était écoulé. Il essaie de fermer son poing, mais ses doigts peinent à bouger. C'est alors que les médecins entrent et lui annoncent une grande nouvelle, le président de l'association des joueurs vient le rencontrer personnellement. Junot n'aime pas du tout ce spectacle. Il pense que s'il s'agit d'un inconnu, il lui donnera un coup de pied et le fera sortir. Mais le médecin explique que ce président n'est autre que l'ami très proche de Spectre à l'époque. Et dès que cette personne entre dans la chambre, Junot la reconnaît immédiatement. C'était Shane Minwook. Et comme Junot l'avait plaisanté il y a 25 ans, ce type était devenu complètement chauve. À l'heure retrouille après 25 ans, la première phrase qui sort de la bouche de Junot est « Tu es vraiment devenu chauve ». Minwook devient rouge de colère et dit « J'étais vraiment stupide d'espérer ici une rencontre émouvante et sentimentale. » Quand la chambre se vide et qu'ils sont tous les deux, Junot pose la vraie question, si la guerre est terminée, pourquoi tout le monde se comporte de manière si effrayée et si étrange? Minwook prend une profonde inspiration et explique, le jour où vous avez tué la reine de glace, le monde entier n'a célébré qu'une seule minute, car immédiatement après, un nouveau message système est arrivé. Un ascenseur dimensionnel est apparu dans l'océan Pacifique et son deuxième étage s'est ouvert. Il y a au total 10 étages dans cette tour. Junot calcule que son équipe avait mis 5 ans à nettoyer le premier étage. Donc, 25 ans plus tard, l'humanité devrait être au moins au 7e étage. N'est-ce pas? Minwook dit d'une voix lourde, en 25 ans, l'humanité n'a réussi à franchir qu'un seul étage de plus. En entendant cela, Junot manque de tomber du lit. Un seul étage en 25 ans. Mais derrière cela, il y avait une raison très importante. Le 3e étage de la tour est entièrement une mer de lave bouillante, et la seule façon de refroidir cette lave est un hôtel qui nécessite le noyau de la reine de glace. Toutes les armées du monde ont fouillé le nid de cette reine pendant des décennies, mais ce noyau n'a jamais été trouvé. En entendant cela, Junot devient complètement silencieux, car il savait très bien où se trouvait ce noyau. À ce moment précis, ce noyau battait à l'intérieur de son propre corps. Alors, avec un visage très direct, il pardonne à Minwook pour cette faute que celui-ci n'avait jamais commise. Plus tard, dans l'obscurité de la nuit, Junot se rend en secret dans le même musée historique et voit que ses 4 amis proches sont encore figés dans la glace, exposés comme des objets de vitrine ou des trophées. Il s'assoit devant eux. Il s'excuse d'être arrivé si tard et dit « Allez, buvons quelque chose ensemble aujourd'hui. » Mais dès que sa main touche la glace, un message système clignote, votre compétence de glace Frost peut les libérer de cette prison de glace. Mais votre statistique de magie est très faible. La tentative de briser le sceau a échoué. À cause de son long sommeil, toutes les statistiques de Junot étaient revenues au niveau 1. Mais chaque étage de cette tour franchie offrait un boost permanent de puissance. Maintenant, le chemin à suivre était clair, il fallait gravir la tour, récupérer sa puissance magique, faire fondre cette glace et ramener ses amis à la maison. Il dit clairement à Minwook, je vais redevenir un joueur. Minwook n'aime pas du tout cette décision. Il met en garde, les démons, ces joueurs criminels qui ont semé la terreur dans le monde, sont toujours obsédés par l'idée de trouver et de tuer Spectre. Pour rester en sécurité et échapper aux ennemis, il n'y avait plus qu'une seule voie, une identité complètement nouvelle. C'était vrai, mais il y avait un gros problème. Selon les nouvelles règles actuelles, la seule façon d'obtenir une licence de joueur était de réussir le test d'admission publique. Et maintenant, l'histoire revient dans cette même salle d'examen où un débutant de niveau 1 avait apporté toutes les armes du monde, seul et déterminé. Maintenant, vous devez bien comprendre pourquoi les juges assis là-bas étaient si sidérés par ce qu'ils voyaient. Ils n'examinaient pas un débutant ordinaire, mais le plus grand joueur de l'histoire, qui recommençait son ascension à partir de zéro,
et cette petite démonstration qu'il avait faite là-bas provenait de ce corps faible qui, seulement 2 semaines plus tôt, ne pouvait même pas fermer son poing correctement. Min-wook avait maintenant réalisé que faire entrer ce type dans l'association n'allait pas être difficile du tout. Les juges avaient déjà rendu leur verdict. Min-wook pense en lui-même qu'il se sent un peu mal de créer un faux profil pour Juno, car maintenant, chaque haut responsable de l'association est fou de l'intégrer dans son équipe. Quelque temps après, Juno se met à rire fort au nez de Min-wook, ce qui fait monter la température de ce dernier au 7e ciel. Notre grand protagoniste se bourre tranquillement de nourriture, sirote des boissons fraîches et parle avec une grande aisance de la bizarrerie et de la folie des romans modernes. Min-wook finit par admettre sa défaite intérieurement. C'était difficile à croire que le joueur le plus célèbre et respecté du monde, que toute l'humanité vénérait comme un dieu, se comportait comme un paresseux nabab 2 jours après sa sortie de l'hôpital. Spectre était vraiment un fainéant sans limite. Min-wook se réconforte en pensant qu'il n'a qu'à supporter quelques jours de plus. Soudain, Juno hurle fort et commence à insulter. Min-wook, surpris, demande ce qu'il lit. Juno dit « Mon frère, le personnage principal de cette histoire est un prêtre, mais au lieu de soigner les gens, il préfère tabasser les autres. » Min-wook demande « Est-il fou ?» Et Juno acquiesce en souriant. Bref, Min-wook lui demande de s'asseoir calmement et pose sur la table les choses que Juno lui avait demandées. Dès que Juno voit cela, son attention y va immédiatement. Mais Min-wook demande avec une grande sévérité. « Pourquoi as-tu besoin d'informations sur ces portes incomplètes ? Vu ton niveau actuel, tu ne penses tout de même pas à faire l'idiotie d'entrer dans une porte aussi dangereuse. » Juno répond sans hésiter, « Oui, absolument. Sinon, pourquoi aurais-je demandé tout ça ?» En entendant cela, Min-wook perd ses esprits. Il sait très bien que si ces portes ne sont pas fermées jusqu'à présent, c'est pour une raison. Il demande « Tu plaisantes ? Tu as oublié à quel point ces endroits sont terrifiants ?» Il explique que ce sont des portes remplies de monstres et de pièges mortels, où la survie d'un humain est impossible. Certaines portes sont si dangereuses que les corps des joueurs qui y meurent ne sont même pas récupérés. C'est pourquoi on les appelle des portes incomplètes. Juno l'interrompt et dit « Ce sont justement les seules portes restantes où les débutants peuvent entrer. Mais c'est précisément ce qui les rend les plus dangereuses. Les joueurs de haut niveau ne peuvent pas entrer dans ces portes, et les nouveaux joueurs, pris par la cupidité, y vont et y perdent la vie. » Min-wook dit « Vu ton état physique actuel, c'est une mission suicide pour toi. » Mais Juno demande avec beaucoup de calme « Pourquoi es-tu si effrayé ? Tu ne me connais pas ? De toute façon, ces portes incomplètes sont un casse-tête pour ton association, n'est-ce pas ?» Min-wook admet que c'est vrai. Mais il ne pouvait pas pousser délibérément un vieil ami dans un puits de mort. L'atmosphère de la pièce devient très sérieuse. Mais Juno, l'instant d'après, brise cette atmosphère grave en riant et dit « Je sais que c'est censé être un moment très émouvant. Mais j'irai quand même, car il y a peu à y perdre et beaucoup à y gagner. » Min-wook demande. Étonné, ce qu'il veut dire. Juno explique que les portes qui n'ont pas été nettoyées depuis des années accumulent des récompenses et de l'expérience énorme avec le temps. Si je la nettoie, j'obtiendrai une grande quantité de puissance. Min-wook se prend la tête entre les mains. Alors, tu prends un risque aussi énorme juste pour monter ton niveau rapidement ? Juno le regarde en face et dit « Oui, absolument. » Min-wook dit en colère « Tu as oublié que tu as déjà failli mourir une fois ? Pourquoi ne choisis-tu pas un chemin facile et sûr ?» Les yeux de Juno deviennent profonds. Il dit « Mon ami, mes amis sont là, figés dans la glace, qui m'attendent. S'ils étaient à ma place aujourd'hui, ils feraient exactement la même chose. » Min-wook dit « Ça ne veut pas dire que tu dois choisir le chemin le plus dangereux. » C'est alors que Juno révèle la vraie raison.
Ce n'est pas juste une question de niveau. Maintenant que je suis de retour en tant que joueur, tôt ou tard, je devrais affronter ces démons, ces joueurs criminels. Le temps me manque, et quand ils apparaîtront, je dois avoir la puissance nécessaire pour les combattre. Les écraser. En entendant cela, Minwook se tait. Il réalise le poids et la pression énorme qui reposent sur les épaules de Juno, sur lesquelles il n'avait jamais réfléchi. Bien que Juno ne considère pas cela comme une pression et qu'il n'ait pas dit à Minwook qu'à l'époque, il chassait ces démons non pas par peur, mais par choix, en devenant leur fléau. Finalement, Minwook comprend qu'il ne pourra pas arrêter Juno. Il admet sa défaite et commence à chercher sur l'ordinateur une porte incomplète dans laquelle Juno puisse entrer avec son niveau actuel. Après une longue recherche, il trouve enfin une porte qui était ouverte pour le niveau de Juno. Juno se penche avec curiosité et demande « Alors, dis-moi, c'est quelle porte ?» Minwook tourne l'écran de l'ordinateur vers Juno et lui montre le dossier de cette porte. Il dit « Cette porte est apparue il y a exactement 7 ans, et depuis lors, 142 personnes ont perdu la vie en essayant de la nettoyer. Parce que seuls les joueurs de niveau 1 peuvent y entrer. C'est pourquoi on l'appelle le cimetière des débutants. » Juno sourit en regardant le dossier. Les règles semblent assez simples et directes. Minwook le regarde, « Mon frère, ta confiance est au 7e ciel. » C'est alors qu'une notification bip sur la montre intelligente de Juno. Minwook dit, « Voilà, ton premier paiement est aussi arrivé, et cela signifie directement que tu es maintenant lié par un contrat d'1 an avec l'association et que tu devras servir sous nos ordres. » En entendant cela, Juno s'emporte, « Qu'est-ce que tu as dit ? Servir sous vos ordres. Attends, je vais te montrer qui est le vrai serviteur et qui donnera les ordres. » Minwook, paniqué, lève immédiatement la main, et « Calme-toi, mon frère, ne t'énerve pas. » Juno se détend un peu et demande des informations sur son lieu de résidence. Si l'association a des quartiers pour les joueurs, est-ce que je vais y rester? Minwook dit, oui, c'est une excellente idée. Tu seras plus en sécurité chez nous. Juno dit en plaisantant, alors prépare-moi une belle chambre luxueuse. Minwook répond en riant, tu peux prendre ce que tu veux. Si tu performes bien à l'avenir, je te donnerai tout un étage pour y vivre. Juno sourit. De toute façon, ce seront mes ordres qui primeront à la fin. Et tous deux éclatent de rire. C'est alors que le regard de Juno tombe sur une grande boîte posée à côté. Minwook explique que c'est sa nouvelle armure. Juno demande avec un regard sceptique, tu n'as pas commandé quelque chose de bizarre, j'espère? Minwook dit, ouvre-la et vois par toi-même. Juno ouvre la boîte et en sort un manteau magnifique. En le tenant, il pense à quel point il est léger, mais sa solidité est incroyable. Il dit, excité, mon frère, c'est vraiment génial. Où as-tu trouvé ça? Minwook dit avec fierté, pourquoi ne le trouverais-je pas? C'est l'artisan légendaire Quan Quan ou Y qui l'a fait de ses propres mains. En entendant ce nom, le sol se dérobe sous les pieds de Juno. Il demande, étonné, ce vieux bonhomme est encore vivant? Minwook explique, oui, il a atteint l'âge de 98 ans cette année. Même s'il est à la fin de sa vie, le marteau danse encore dans ses mains et il crée des chefs-d'œuvre les uns après les autres. Bien qu'il ait transmis sa forge à son petit-fils, il travaille encore là-bas. Juno dit, ému. Si c'est le cas, je devrais aller le remercier en personne. Mais Minwook l'interrompt. Immédiatement, non, Juno, tu ne peux pas y aller. Juno demande, pourquoi? Minwook dit sérieusement, nous devons être très prudents pour ta sécurité. Juno demande. Pourquoi? Tu as des doutes sur Quan? Minwook secoue la tête, non, ce n'est pas Quan le problème. L'esprit de Juno travaille immédiatement. Il comprend, oh, donc c'est. J'en surveille cette forge. Minwook confirme, exactement. Ces démons savent très bien que Quan avait une vieille relation avec Spectre. Si tu vas à l'étranger pour le rencontrer en temps
Que nouveau joueur de niveau 1, les gens devineront immédiatement qui tu es. Ce serait comme s'exposer à eux. Juno accepte cette dure réalité avec un esprit calme. Il sait que Minwook a raison. Il dit à Minwook, d'accord. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix. Je vais d'abord augmenter ma puissance, et je les rencontrerai plus tard. Remercie-les de ma part. Ensuite, il plie l'armure et demande, et les armes? Quelle arme devrais-je utiliser? Minwook dit, il y a beaucoup d'équipements excellents dans le dépôt principal de l'association. Tu peux y aller et choisir n'importe quelle arme selon ton envie. Juno sourit, ah, maintenant. On parle d'affaires sérieuses. Minwook demande quand il envisage de partir pour cette mission. Juno dit qu'il aurait voulu partir immédiatement, mais qu'il doit d'abord améliorer un peu sa vitalité, c'est-à-dire son énergie physique et son endurance. Ce petit examen de débutant seul avait déjà épuisé toute son énergie. Il savait que si son endurance restait si faible, il ne pourrait pas affronter les démons, ni même les monstres ordinaires. Il devait donc se préparer complètement. Minwook demande combien de temps cette préparation prendrait. 1 mois. Dit Juno en riant. 1 mois, c'est beaucoup trop, mon frère. Pour moi, 10 jours suffisent. Après exactement 10 jours d'entraînement intense et de préparation, Juno part vers la province de Namyong et le mont Shon. Dès qu'il arrive devant cette porte mystérieuse, il prend une profonde inspiration et se prépare à entrer. Ce n'était pas une porte ordinaire. C'était la porte de la malédiction de l'aube. La seule condition pour franchir cette porte dangereuse était de rester en vie jusqu'au lever du soleil. Dès que Juno pose son premier pied à l'intérieur, le soleil y est déjà en train de se coucher. Au début, l'atmosphère lui semble assez calme et confortable. Il venait de soupirer de soulagement quand son regard tombe sur un cimetière effrayant et immense qui s'étend devant lui. En voyant ce cimetière désert, les mots confortables disparaissent de sa bouche. Il reste figé et murmure en souriant, on dirait que je suis vraiment devenu un peu fou pour venir de moi-même dans ce puits de mort. Bref, après avoir revérifié toutes les informations, Juno pense que cette porte ne devrait pas être si difficile. L'objectif ici était très simple, rester en vie jusqu'à l'aube, et il était arrivé exactement au bon moment. Selon les dossiers, les équipes qui étaient entrées dans cette porte le matin avaient tenu le plus longtemps. En réalité, le temps s'écoulait différemment à l'intérieur de cette porte par rapport au monde extérieur. Ceux qui y entraient tard n'avaient pas le temps de s'adapter à l'environnement. Ils se retrouvaient immédiatement en difficulté et n'avaient aucune chance de se stabiliser. Finalement, ils ne pouvaient rien faire car ils n'étaient que de nouveaux joueurs de niveau 1. Mais Juno avait survécu à des enfers bien pires que celui-ci. Il était donc prêt pour n'importe quel défi. Au fur et à mesure que le temps passe et que l'obscurité de la nuit s'installe, une inquiétude étrange et inconfortable s'empare de lui. Il a l'impression que quelqu'un dans l'obscurité l'observe. Quelqu'un le dévisage en secret. Ce sont peut-être des morts vivants. Il murmure, allons-y, le spectacle commence maintenant. Au moment suivant, alors qu'il se lève, le sol se fend et des cadavres vivants commencent à sortir. Un cadavre attrape son pied. Sans peur, il dit, je savais depuis le début que vous feriez ça. Il essaie de le frapper à la tête pour l'éliminer, mais il ne meurt pas. Alors, agacé, il dit, reste en bas et dors tranquille. 2. Plus en plus de cadavres sortent de toutes parts et maintenant la nuit était complètement noire. C'est alors que la compétence de vision de chasseur de rang A de Juno s'active. Sa capacité à voir et à sentir est multipliée. Mais au lieu d'améliorer la situation, les choses deviennent encore plus effrayantes. Car maintenant il pouvait clairement voir combien de cadavres innombrables s'étaient accumulés autour de lui. Le plus gros problème était que ces monstres ne ressentaient pas la douleur. C'est pourquoi aucune attaque mortelle n'avait d'effet sur eux. Ils n'avaient aucun
Souci de leur perte et s'attaquaient comme des fous. Pour effrayer les nouveaux joueurs. C'étaient les pires ennemis possibles, surtout pour ceux qui n'avaient pas de compétences de guérison. Maintenant, Juno comprend pourquoi on appelle cet endroit le cimetière des débutants. De plus en plus de monstres rampent hors du sol et se jettent sur lui. Mais Juno les repousse et les écarte d'un coup de pied, tout en restant parfaitement calme. Après tout, même s'il apparaissait comme un nouveau joueur de niveau 1, il n'était pas assez faible pour perdre contre ce genre de déchets. Mais alors il se retourne et voit que leur nombre continue d'augmenter sans cesse. C'était vraiment trop. Après avoir combattu longtemps sans interruption, il est complètement épuisé. Haletant, il se demande, cette calamité est-elle enfin terminée? Il s'assoit par terre pour se reposer, s'appuyant sur une pierre tombale. C'est alors qu'un silence mystérieux déchire le silence. Qui est là? En entendant cette voix, Juno reste figé un instant. Il demande, sur ses gardes, où es-tu? La voix répond, je suis juste ici, en bas. Juno court dans cette direction et trouve un cercueil. Il réalise que la personne qui parle est coincée sous ce lourd cercueil. La voix confirme cela. Juno demande, comment es-tu entré dans cette porte? La personne répond en pleurant, j'avais fait confiance à mes amis et je suis venu ici avec eux. Les autres sont morts. Je suis le seul à avoir survécu d'une manière ou d'une autre. Après cela, il commence à supplier Juno, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Juno dit, d'accord, j'ai compris. Mais d'abord, crie aussi fort que tu peux avec toute la force qui te reste. L'homme coincé demande, étonné, pourquoi crier? Juno dit, je dois connaître ton emplacement exact. L'homme crie de toutes ses forces et, en entendant son cri, Juno devine où se trouve sa tête. Au moment suivant, au lieu de le sauver, Juno tire une pluie de balles dorées brillantes avec son pistolet sur le cercueil. Juno dit d'un ton glacial, je me demandais aussi comment cette porte pouvait être si facile alors que plus de 100 personnes y sont mortes. En fait, l'esprit de Juno avait travaillé. La personne coincée sous le cercueil n'était pas un humain, mais le vrai monstre qui avait fait de cet endroit le cimetière des débutants. Juno défie ce tricheur imposteur, sort de là, faux humain. Le monstre sort rampant dans sa vraie et terrifiante forme. Il demande, choqué, comment as-tu su que je n'étais pas un humain? Juno attaque directement sans répondre. En fait, l'explication était très simple, dans une porte incomplète, personne ne pouvait survivre si longtemps. Une fois le combat commencé, le chemin de la porte se fermait. Même si un joueur survivait jusqu'au bout, il ne pouvait pas tenir si longtemps. Juno savait que, dans les moments de danger, l'esprit humain panique et commet des bêtises. Vaincre ces zombies ordinaires n'était pas difficile. Les gens étaient morts parce qu'ils étaient tombés dans le piège et le leurre de ce tricheur. Sous les coups mortels de Juno, le monstre tricheur meurait, avec sa mort, tous les monstres ennemis de cet endroit tombent également. Ainsi, la malédiction de l'aube, cette porte, est complètement nettoyée, et le niveau de Juno augmente de 4 points d'un coup. Parce que sa puissance et ses statistiques n'augmentaient que tous les 5 niveaux. Ce boost n'était donc pas si grand. Mais Juno pense que pour un début, c'est déjà bien. Alors qu'il réfléchissait à la question de savoir si le jeu était terminé, une nouvelle notification s'affiche soudainement sur son écran. Il obtient une compétence de rang c'est appelée « Confession des morts », c'est-à-dire l'aveu des morts. Il est surpris car il pensait qu'il n'obtiendrait pas de grandes récompenses dans cette petite porte. Mais au fond, il est extrêmement heureux. Au lieu d'une arme ou d'un objet inutile, il a obtenu une nouvelle compétence magique. Cette compétence lui donnait le pouvoir de voir les souvenirs et le passé des êtres morts. Quand il comprend qu'il s'agit essentiellement d'un pouvoir de lecture de la mémoire des cadavres, il pense que si cela ne fonctionne que sur les cadavres,
ce n'est peut-être pas si spécial. Mais quoi qu'il en soit, cette magnifique récompense lui avait été donnée en échange d'avoir vaincu ce tricheur rusé. Même si les conditions de cette nouvelle compétence étaient assez étranges et limitées, elle serait très utile à l'avenir. Et le plus important était qu'il avait gagné cette puissance non pas au nom de Spectre, mais par lui-même. En tant que nouveau joueur. C'est cette pensée qui l'excitait encore plus pour le voyage à venir. Plus tard, quand Juno revient, le docteur Go est très agacé. Depuis que ce garçon est revenu, sa langue n'a pas arrêté une seule seconde. Le docteur n'avait pas eu une seule journée de repos. Pourtant, il dit à Juno, d'ailleurs, l'éclat de ton visage dit que tu es très heureux au fond. Juno rit et admet, oui, mon frère, c'est tellement amusant de voir les grands guerriers. Des grandes guildes perplexes et étonnées. Juno fait allusion à une chose, ces grandes guildes ne prêtent aucune attention à ces portes incomplètes. Alors pourquoi les médias et les journalistes font-ils tant d'histoires? Le docteur Go, au lieu de répondre directement, lui pose une question en retour, tu ne vas toujours pas révéler ta vraie identité au monde? Juno refuse clairement, non, absolument pas pour l'instant. Le docteur le met en garde, s'il est. J'en soupçonne ne serait-ce qu'un instant qu'un nouveau garçon a nettoyé seul cette porte incomplète, tout le monde te cherchera et te retrouvera jusqu'ici. À cela, Juno donne un exemple très amusant, dis-moi une chose, pourquoi les gens achètent-ils des articles de marque de luxe si chers? Alors qu'ils sont souvent fabriqués dans la même usine que les articles ordinaires. Est-ce juste parce qu'ils sont très chers? Le docteur Go dit, oui, parce qu'ils sont spéciaux et que tout le monde ne peut pas les avoir facilement. Alors le docteur lui demande, alors ton intention est aussi de te transformer en un objet de luxe? Juno sourit. Et dit, pas seulement un objet de luxe, je veux devenir une édition limitée légendaire. Une chose si rare que le monde entier la convoitera. Mais personne ne saura où la trouver. Le docteur Go comprend que ce garçon veut juste faire tourner le monde entier autour de son petit doigt et les taquiner. Il pense en lui-même que le caractère de ce garçon est vraiment très tordu. Pourtant, Juno dit qu'il ne peut pas maintenir ce suspense trop longtemps. Les gens intelligents comprendront bientôt tout le jeu et commenceront à deviner si ce joueur mystérieux apparaîtra aussi sur d'autres portes incomplètes. Les journalistes camperont aussi à ces endroits et l'attendront. Juno dit, je n'ai pas besoin de me vanter moi-même. Le monde reconnaîtra ma valeur de lui-même. Le docteur Go plaisante, ah bon, depuis quand tu ne te soucies plus de tes éloges? Juno s'irrite un peu. Mais le docteur conclut la conversation et l'appelle pour manger. Quelque temps après, Juno est dans sa chambre, faisant des pompes à main inverse. Alors qu'il atteint sa 73e pompe, son corps commence à trembler et il manque de tomber, mais il n'abandonne pas et complète ce défi difficile du défi de la porte jaune. Après quoi, il s'allonge sur le dos par terre. Grâce à cet effort acharné, sa force, c'est-à-dire sa puissance physique, augmente d'un point. Il pense qu'il a finalement réussi. Il reste allongé par terre un moment. Puis il prend une bouteille d'eau, boit et dit, oui, maintenant il y a un peu de vie dans mon corps. Après cela, il commence à fouiller dans sa montre une longue liste de donjons qu'il pouvait nettoyer. C'est alors que son regard s'arrête sur un nom particulier, le Jardin de la Vie. C'était la plus ancienne porte incomplète de toute la Corée, découverte pour la première fois il y a 9 ans. La règle était que si une porte restait ouverte si longtemps, les monstres commenceraient à sortir dans le monde extérieur. Cette situation dangereuse était appelée une porte ouverte. C'est pourquoi le gouvernement et l'association avaient annoncé une grande récompense pour celui qui fermerait cette porte. De nombreux experts du pays avaient essayé. Au total, 124 tentatives avaient été faites et toutes les 124 avaient complètement échoué. Finalement, le gouvernement, battu, dut demander de l'aide à un autre pays.
Ils avaient dépensé de l'argent comme de l'eau pour engager une superstar indienne. Tushar Rishi, pour cette tâche. Tushar était un génie né pour le tir à l'arc, et il avait un talent qui pouvait atteindre le niveau de la légendaire Gilbert, ou peut-être même le dépasser. Mais, malheureusement, il avait aussi échoué dans cette porte, et avec sa mort, tout l'espoir de l'humanité s'était effondré. Un jeune homme prometteur de seulement 22 ans, dont l'avenir aurait pu être très brillant, avait perdu la vie là-bas. Juno est très attristé par cette pensée. C'est pourquoi cette fois, il prépare sa mission avec encore plus de minutie et de prudence. Son entraînement intense avait augmenté sa force, et maintenant, à part la magie, chacune de ses statistiques avait dépassé 30 par rapport à son niveau. À ce niveau, c'était le meilleur score possible. Pourtant, Juno savait que si un génie comme Tushar avait été tué là-bas, cela signifiait qu'il y avait dans cette porte un grand piège ou danger caché qui ne pouvait pas être ignoré. C'est pourquoi il se prépare à toutes les situations possibles. Il utilise même un peu ça. Nouvelle puissance magique, la glace de Frost. Maintenant, il apprenait lentement à la contrôler. Et pensait à quel point cette puissance serait formidable dans une vraie bataille. Après cela, il part vers le jardin de la vie et arrive finalement à sa destination. La condition pour fermer cette porte était très claire, il fallait éliminer chaque monstre présent là-bas. Juno ne savait pas combien de créatures apparaîtraient à l'intérieur, mais il savait au moins ceci, si des équipes de 4 joueurs avaient échoué ici, il devait y avoir un piège caché qui avait coûté la vie. Il inspecte les environs et son regard tombe sur un mystérieux labyrinthe construit en contrebas. Pour l'instant, il décide de rester à l'écart de cet endroit suspect. Comme les monstres de cet endroit ne sortaient que la nuit, il attend tranquillement le bon moment et, en un rien de temps, l'obscurité de la nuit s'installe. Soudain, le sol se fend et les monstres commencent à sortir. Un monstre arrive juste à côté de l'oreille de Juno et fait un bruit étrange et effrayant, ce qui le fait sursauter et reculer. Mais au moins, il a compris une chose, ces créatures, quand elles apparaissent, annoncent d'abord leur présence en faisant du bruit. L'obscurité de la nuit s'épaissit et les sens de Juno deviennent à nouveau très aiguisés et vigilants. Au début, il ne voit que 2 monstres. Il sourit en lui-même, allez, 2 pour l'accueil, c'est suffisant. Dès qu'ils attaquent, Juno avance rapidement. Il plante ses pieds, par-dessus leurs attaques, fait une acrobatie dans les airs pour se préparer à contre-attaquer. En atterrissant, il utilise son pouvoir de Frost pour créer une lance brillante de glace et la lance avec toute sa force vers eux. Cette lance traverse le premier monstre et abat le deuxième d'un seul coup. Juno réalise que cette lance de glace est vraiment très utile. Le pouvoir de la reine de glace était vraiment incroyable. Mais avant qu'il puisse se remettre, une autre attaque arrive. Quand il regarde devant lui, son sang se fige. Une armée entière de monstres fonce vers lui comme des fous. Juno comprend que les 2 monstres vus au début n'étaient qu'une petite bande-annonce. Le vrai film commençait maintenant. Sans perdre de temps, il saute à nouveau dans le champ de bataille et commence à couper les monstres comme des carottes et des radis avec son épée. Il les déchiquette un par un. Quand il coupe les derniers morceaux du dernier monstre, ce dernier regarde autour de lui avec une grande confusion et un sentiment d'impuissance avant de mourir. C'est alors que Juno apparaît derrière lui à la vitesse de l'éclair et porte un dernier coup puissant pour l'achever. Mais dès que le monstre tombe au sol, Juno trouve étrange que tout soit mort si facilement. Et alors, ce qui se produit fait froncer les sourcils de Juno avec inquiétude. À la place des monstres morts, encore plus de nouveaux monstres apparaissent. Immédiatement. Cette fois, leur nombre était doublé. C'est alors que Juno comprend le vrai jeu. Ces monstres ne sont pas des créatures ordinaires, mais se multiplient en plus grand nombre. Après leur mort. Après avoir lutté contre eux encore un peu, Juno recule et commence à courir. Il allait et se demande, où cette comptabilité va-t-elle s'arrêter ? Tout cela devenait insupportable pour lui.
Ces monstres féroces poursuivent Juno et le frappent avec leurs fouets. Acérés comme des coups de fouet. Juno utilise toute sa force pour se défendre. Il utilise le pouvoir de la reine de glace de la meilleure façon possible, il crée une lance de glace dans une main et un bouclier solide de glace dans l'autre, qui arrête facilement les attaques mortelles des fouets. Caché derrière ce bouclier, il active sa deuxième pouvoir magique, le pouvoir de l'ombre. Dès qu'il a l'occasion, il sort de derrière le bouclier et porte un coup direct et puissant sur les monstres borgnes devant lui, les coupant en deux. Quand ils sont finalement calmés, Juno réalise qu'il est complètement épuisé. Son corps se brisait. Il se demande depuis combien d'heures il combat dans cette porte. Bien que fermer cette porte ne soit pas impossible, c'était un travail incroyablement épuisant. Mais au milieu de tout cela, une pensée continue de le tracasser. Il pense que même s'il a une compétence très puissante, si la seule difficulté de cette porte était celle-ci, alors pour une bonne équipe de 4 joueurs, la nettoyer ne devrait pas être si difficile. Et parmi les joueurs qui avaient osé venir ici pendant les 9 dernières années, beaucoup étaient très talentueux et prometteurs. Parmi ces courageux, il y avait Touchard de l'Inde, et autant que Juno connaissait Touchard, celui-ci aurait pu à lui seul vaincre la moitié de ces monstres. Alors pourquoi, même avec une équipe entière, n'avait-il pas réussi à fermer ce portail? Entre les attaques constantes des monstres, une seule question résonne dans l'esprit de Juno: comment un génie comme Touchard a-t-il pu échouer ici? Il continue à brandir son épée sans relâche et finalement, après beaucoup d'efforts, il nettoie entièrement le jardin de la vie des monstres. Dès que le soleil du matin se lève à l'horizon, Juno prend une profonde inspiration et dit: pendant un moment, j'ai vraiment cru que je ne survivrais pas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tant qu'on est en vie, tout va bien. Mais alors il regarde autour de lui, étonné, et se demande où il est arrivé en combattant et quel endroit c'est. En fait, le mystérieux labyrinthe devant lui l'attirait vers lui, et en le voyant, il décide d'y entrer. Mais dès qu'il avance de quelques pas à l'intérieur du labyrinthe, il aperçoit un cadavre. L'air était empli d'une odeur horrible de corps en décomposition. Juno comprend que les anciennes équipes venues ici essayaient en fait de s'échapper pour sauver leur vie. Mais ce labyrinthe avait bloqué leur chemin et était devenu pour eux un simple puits de mort. S'ils ne pouvaient pas bloquer son noyau, venir ici n'était qu'une perte de temps. Après avoir marché encore un peu, Juno arrive finalement à l'extrémité du labyrinthe. En y arrivant, son regard tombe sur le corps de Touchard. Richier, en voyant l'arc posé juste à côté, il le reconnaît immédiatement. Il se souvient du nom de cet arc, Tapestry, c'est-à-dire l'arc de la tempête. Juno rend hommage à Touchard avec toute la dignité et prend cet arc dans ses mains. La particularité de cet arc magique était que les flèches qui en sortaient tourbillonnaient de manière étrange et imprévisible comme des rafales de vent pour frapper l'ennemi. C'est pour cela qu'il s'appelait Tapestry. Juno se souvient que le gouvernement indien avait lui-même remis cet arc inestimable et puissant à Touchard. C'est alors que le regard de Juno tombe sur un journal posé à côté de Touchard. Il le prend avec curiosité et veut lire ce qui est écrit. Le journal commence par une entrée du 7 avril 2044 à 12h40. Touchard avait écrit qu'il était envoyé en mission pour nettoyer ce portail de l'île en Corée et qu'il était très fier d'avoir été choisi pour cette tâche spéciale. Il avait écrit qu'il donnerait sa vie pour fermer cette porte. Mais son père l'avait mis en garde avant de venir ici. Car ce portail était ouvert. Depuis tant d'années, il y avait donc un grand risque que quiconque y entre ne revienne. Peut-être jamais vivant. Mais malgré cela, Touchard écrit que lorsque les Coréens eux-mêmes sont venus de si loin pour demander son aide, ils ne pouvaient pas refuser. Touchard, comment aurait-il pu refuser cette aide? Pour lui, refuser aurait été aller contre les enseignements de ses gourous et de sa famille. Il écrit qu'il a atteint le niveau 10 et que marcher dans ce jardin mystérieux de l'île était l'occasion unique et la plus appropriée pour lui. Plus loin dans le journal, il y a une mention
D'une conversation où Touchard demande à une fille si elle aussi accompagne cette mission dangereuse. La fille répond en souriant, « Bien sûr, j'ai une confiance totale en toi et je suis prête à aller n'importe où avec toi. Si tu avais essayé de venir seul, j'aurais trouvé un moyen ou un autre pour te suivre et arriver ici. Je suis juste très heureuse que tu m'aies demandé de venir avec toi. » Non seulement cela, mais elle dit en rougissant, « De toute façon, la responsabilité de te protéger est la mienne. » En entendant cela, Touchard est saisi un instant. Mais puis il sourit. Et dit qu'il est très heureux que Jia vienne avec lui. Il n'y avait personne d'autre au monde en qui il puisse avoir une confiance aveugle pour protéger ses arrières. Et Jia le savait très bien. Jia répond, « Oui, je le sais. Après tout, je suis ta partenaire. Et pour dire la vérité, nous sommes bien plus que de simples partenaires. » Tous deux se promettent de fermer ce portail coûte que coûte. Dans les pages suivantes du journal, Touchard écrit qu'à l'aéroport, un autre coéquipier parlait au téléphone avec sa petite fille et lui promettait qu'il rentrerait bientôt sain et sauf. Touchard s'approche de lui et s'excuse de l'avoir appelé si soudainement pour cette mission dangereuse. L'homme dit avec le cœur lourd, « Laissez ma petite fille chez sa grand-mère et venir ici de loin. C'est la première fois que je quitte la maison. » Mais quand Touchard Rishi lui-même m'a demandé de l'aide, comment aurais-je pu refuser? Touchard le remercie du fond du cœur. L'homme dit, « Si je fais partie de la même équipe qu'une étoile montante du pays comme Touchard, je dois aussi remplir mon devoir avec toute ma force. » Ensuite, ils arrivent tous à l'aéroport international Indira Gandhi de New Delhi et prennent leur vol pour la Corée avec sa fiancée Jia et un autre coéquipier. En arrivant en Corée, ils s'entraînent un peu avant d'entrer dans la porte. Touchard dit qu'il a de très bonnes vibrations pour cette mission et finalement, le 24 avril 2044 à 11h37, il entre dans le jardin de Lith. Dès qu'ils posent le pied, ils sont ébahis par la beauté magique de l'endroit. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu un portail aussi beau et attrayant. Mais ils se remettent vite de cette fascination car ils savaient que c'était un donjon dangereux et qu'ils ne pouvaient absolument pas baisser leur garde. Ils inspectent la zone pendant un moment. Alors, le 24 avril à 20h33, soudain, 8 monstres apparaissent devant eux. En les voyant, l'équipe pense que ce nombre est un peu élevé pour une première fois. De plus en plus de monstres commencent à sortir. Mais au début, l'équipe de Touchard les bête facilement. Puis soudain, les dés sont jetés. Dans la vague suivante, le nombre de monstres double directement pour atteindre 32. Après cela, c'est comme si le jour du jugement dernier était arrivé. Le nombre de monstres augmente comme des fous. Au milieu des attaques incessantes, soudain, le tank de leur équipe reçoit un coup profond à la poitrine et commence à saigner. Voyant cette scène terrifiante, Touchard perd ses esprits. En voyant son équipe en danger, il crie « Occupez-vous des blessés. Et fuyez d'ici !» Toute l'équipe court pour sauver sa vie vers ce labyrinthe. Jia crie à Touchard. « Touchard, dépêche-toi, nous avons besoin d'un endroit sûr pour nous cacher. » C'est alors que Touchard comprend la vérité la plus horrible de ce donjon. Chaque fois que vous éliminez un groupe de monstres, la prochaine fois, un groupe encore plus grand et plus dangereux apparaîtra. Ce donjon était vraiment une folie totale. Après s'être caché un moment dans le labyrinthe, le tank blessé de leur équipe ne peut plus supporter. Il saisit la main de Touchard, pleurant juste avant de mourir et dit « Touchard, s'il te plaît, prends soin de ma fille après ma mort. » Et il rend l'âme devant son équipe. Après cela, le 25 avril à 5h29 du matin, il ne reste plus que 3 membres de l'équipe en vie. À cause d'une infection profonde des blessures, un autre coéquipier meurt en souffrant. Touchard ne peut retenir ses larmes. Il est complètement brisé. À 19h12 du soir, alors que le soleil se couche, Touchard prie le dieu Shiva en implorant sa pitié. « Oh Mahadev, aie pitié de moi pour que je puisse survivre pour écrire le journal de demain. » Juste avant la prochaine bataille terrifiante,
il écrit avec des mains tremblantes que leur force est tellement épuisée qu'ils ne peuvent plus bouger. Il écrit dans le journal qu'ils avaient réussi à vaincre la 4e vague de monstres de Lith la nuit précédente, mais que la 5e vague arrive avec au moins 120 monstres féroces. Même après avoir risqué leur vie, environ 40 monstres étaient encore en vie. Touchard ne pouvait pas affronter seul autant d'ennemis. Alors il se retourne et voit où sa fiancée Jia dormait, épuisée, juste à côté. Même dans ces conditions déplorables, Touchard pense qu'ils sortiront d'ici d'une manière ou d'une autre aujourd'hui et prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de 6e vague après cela. Mais le destin en avait décidé autrement. Après l'attaque terrifiante de la 6e vague, Jia est gravement blessée et meurt en souffrant dans les bras de Touchard. Après la mort de Jia, Touchard devient complètement fou. Il se met à hurler en pleurant. Il crie en pleurant, « J'avais promis de fermer ce portail. Mais si mes proches ne sont plus avec moi, quel intérêt de fermer ce portail ?» C'est alors qu'une voix froide et étrangère perce le silence. « Touchard Rishi, il est maintenant temps pour toi de mourir. » Dans l'obscurité, un assassin mystérieux caché se précipite sur Touchard pour lui prendre la vie. Mais à la dernière seconde, le regard de Touchard tombe sur une boule de cristal magique posée à côté de sa fiancée morte. Dedans, il voit clairement le reflet de l'attaque qui arrive par derrière. Il se tire vivement sur le côté, ce qui fait rater le coup mortel de l'assassin. La dague ne fait que lui entailler l'épaule et Touchard passe immédiatement en position défensive. L'assassin est aussi étonné que Touchard ait réussi à esquiver son coup infaillible. Il dit sarcastiquement, « Il faut avouer que tu mérites vraiment d'être appelée la star montante de l'Inde. » Mais alors, le regard de Touchard tombe sur les yeux de cet assassin masqué et, en voyant l'étrange lueur de ses yeux, Touchard sent le sol se dérober sous ses pieds. Il dit d'une voix tremblante, « Tes yeux, tu n'es pas un humain. Tu es un démon, un démon. » Touchard, tremblant de colère, hurle sur ce démon et veut savoir comment il a piégé ces gens et quelle malchance l'a attiré ici. Le démon répond en ricanant, « C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue jusqu'à présent, et la réponse est très simple. Ta fiancée était aussi stupide que toi. » Il explique qu'il n'avait pas imaginé qu'il y aurait autant de monstres de Lith ici. Son plan était de faire semblant d'aider un peu quand les autres compagnons de Touchard seraient morts. Mais ils se sont avérés si inutiles qu'ils se sont relâchés bien avant les attentes et sont morts très vite. Ce qui a fait qu'il s'est lui-même retrouvé dans l'embarras, à 2 doigts de se faire tuer. En entendant cette vérité ignoble, le sang de Touchard bout. Le démon se moque de lui et dit, « Au fait, merci pour ton aide pour fermer ce portail. Mais maintenant, il est temps de me remettre cet arc magique tapestrie tranquillement et de rejoindre tes amis morts dans l'au-delà. » Touchard s'élance sur lui en colère. Mais soudain, son regard tombe sur quelque chose et il reste figé de terreur. La peur dans ses yeux fait rire le démon. « Pourquoi tu pâlis? Tu as peur de mourir ?» En fait, Touchard avait vu que la dangereuse 6e vague de monstres de Lith était réellement apparue. Le démon assassin, nommé Anan, voit que Touchard fuit pour sauver sa vie. Anan murmure, « Je ne m'attendais pas à ce que ce héros s'enfuit en couard. Mais peu importe, de toute façon, le poison de ma dague finira le travail. » Alors que Touchard fuit, Anan voit que le groupe de monstres se précipite sur Touchard et commence à le déchirer sans pitié. Donc, la peur écrite dans le journal était vraie. Il y avait vraiment une 6e vague là-bas. Empoisonné par le poison et blessé par les monstres. Touchard fuit comme un fou. Il est complètement brisé à l'intérieur car, à cause du poison, il ne sent plus ses mains. Il pense, « Je ne peux pas mourir de cette manière anonyme. » Il entre dans ce labyrinthe et, en se cachant, arrive à l'extrémité. Mais en arrivant là, il réalise que cet endroit est lui-même un grand piège, une cave de noirceur. Après tout ce qui s'était passé dans ce donjon, se rendre de cette manière le remplit d'amertume.
Il écrit dans les dernières pages du journal qu'il a complètement perdu la sensation de sa main droite. Cette ordure de démon avait enduit sa dague d'un poison mortel. Maintenant, qu'il meurt à cause des monstres de lit tous deux. Ce poison lent, sa fin est inévitable. Il écrit, si à l'avenir quelqu'un trouve ce journal, s'il te plaît. Fais parvenir ce message à ma famille, pardonnez-moi. En arrivant ici, Junot arrête de lire le journal et comprend toute l'histoire de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il pense que l'histoire est terminée, mais alors son regard tombe sur le fait qu'il restait encore des pages dans le journal. Sur ces pages restantes, les derniers mots de Touchard Rishi sont écrits. Il pensait avec impuissance que si ses amis étaient vivants aujourd'hui, les choses auraient peut-être été différentes. Ils auraient fermé ce portail ensemble pour toujours. Mais pour son état, il ne blâme que ces démons abjects. Il écrit enfin en priant le Seigneur Shiva, ô Seigneur suprême, accorde à mon âme, Touchard Rishi, une place à tes pieds et fusionne-la dans l'âme éternelle. Et en pleurant, il supplie, je prie pour que tous ces salauds de démons brûlés se réduisent en cendres dans les flammes de l'enfer, et que quelqu'un vienne pour venger la mort de ce guerrier. Des années plus tard, Junot est la personne devant laquelle ces derniers mots apparaissent. Junot dit avec le cœur lourd, Touchard, merci. Maintenant, il comprend toute l'arithmétique de ce donjon. En fait, le nombre de monstres de lit à l'intérieur de cette porte dépendait du nombre de joueurs qui y entraient. Comme Junot était venu complètement seul, le nombre de monstres était très faible et il a pu les gérer facilement. S'il était aussi venu avec une équipe de 3 ou 4 personnes, qu'aurait-il advenu? Le fait dit. Penser seul donne la nausée à Junot. Il décide de garder ce journal comme preuve. Puis il regarde l'arc magique brillant, Tapestry, et après quelques instants de réflexion, il dit, bon, je vais l'emprunter pour l'instant. De toute façon, je ne le prends pas gratuitement. Je chasserai ces démons abjects avec cet arc et je vengerai complètement la mort de Touchard. Quelque temps après, dans le bâtiment de l'association, Chim Degu dit à Junot, tu avais tout à fait raison. Junot. Nous avons essayé de cacher cette nouvelle, mais finalement, le monde entier a appris que cette porte incomplète a été nettoyée. Junot dit en plaisantant, je l'avais dit dès le début que cela arriverait. À la porte, je me retenais à peine de le dire moi-même. Puis il demande, un peu étonné, au fait, pourquoi es-tu venu ici si tôt le matin alors que tu aurais pu me dire ça par un appel vidéo? Chim répond, de si grandes et explosives nouvelles se partagent mieux en face à face. Il ajoute, et écoute, le gouvernement indien a envoyé un message spécial. Il te remercie du fond du cœur d'avoir retrouvé le journal de Touchard et ils ont informé sa famille. Junot reste très calme et dit simplement, c'est une bonne chose. Chim dit, tu devrais être heureux de cette nouvelle. Junot répond, oui, c'est vrai, mais je regrette beaucoup la perte de cet arc magique Tapestry. Il avait été créé comme une arme de défense nationale. Mais il est resté dans l'inventaire de Touchard Rishi et a disparu avec sa mort. En entendant cela, Junot sourit mystérieusement et dit, ouvre les yeux et regarde ce que j'ai dans mes mains. En disant cela, il sort de son inventaire cet arc brillant et le pose devant Chim. Les yeux de Chim s'écarquillent. Il n'arrive pas à croire ses yeux. Il s'écrie, paniqué. Junot, tu es devenu fou? Où as-tu trouvé ça? Chim dit, affolé, tu aurais dû le laisser là-bas. Cet arc est légalement la propriété du gouvernement indien. Mais Junot, très calmement, redresse son col et dit, calme-toi, mon frère, je ne l'ai pas volé. Je l'ai juste emprunté pour un moment. Chim se prend la tête entre les mains et demande, exaspéré. Qu'est-ce que je vais leur répondre maintenant? Que le mort Touchard est descendu du ciel pour te le donner en cadeau? Finalement, Chim admet sa défaite totale et dit, agacé, au diable. Maintenant, débrouille-toi avec ce problème tout seul.
Je ne vais pas m'en mêler. Juno dit. Très calmement, mon ami, je vais faire très attention. Alors pas besoin de s'énerver autant. Malgré cela, Chim le réprimande sévèrement et le met en garde. Écoute, Juno, ne prends pas ça à la légère. Le monde entier pense que cet arc magique a disparu pour toujours. Mais le vrai problème n'est pas celui auquel tu penses. Le plus grand danger est que cet arc attirera maintenant quelques monstres ou démons terrifiants vers lui. Juno explique que tout le monde pensait que le démon qui avait tué Touchard était mort dans ce portail. Mais l'esprit de Juno pensait autrement. Il dit que celui qui convoitait cet arc précieux n'était pas seul. Quiconque avait vu à la télévision la nouvelle de la mort de Touchard et du nettoyage de la porte n'était pas assez stupide pour y croire facilement. Juno dit, cette personne est complètement folle. Pour elle, la vie humaine n'a aucune valeur. Elle n'aime que les objets magiques et rares. Dès qu'elle saura que Tapestry est maintenant entre mes mains, elle viendra directement me prendre la vie. Chim réalise aussi que les paroles de Juno ont du poids. En entendant cette folie, un seul nom terrifiant lui vient immédiatement à l'esprit. C'était Kyle, connu dans le monde sous le nom du démon archer Sin, c'est-à-dire le pêcheur. Il était tristement célèbre pour voler les meilleurs et les plus rares arcs du monde et pour constituer une collection. Chim dit, même les autres démons tremblent à son nom et respectent sa puissance. Il est si dangereux que les gouvernements du monde entier le recherchent. Chim se souvient soudain que le niveau propre de Kyle était assez élevé. C'est pourquoi il ne pouvait pas répondre aux exigences de niveau du jardin de la vie et ne pouvait pas entrer lui-même dans cette porte. Juno lève le doigt et dit, tu as tout à fait raison. C'est pourquoi Kyle, au lieu d'y aller lui-même, a envoyé ses petits sbires comme Anan à l'intérieur. Et maintenant que je suis devenu un obstacle sur son chemin, il tendra un piège avec ses autres compagnons démons sur une autre porte incomplète et m'attendra. Cette fois, il attaquera avec une préparation et une puissance bien plus grande que jamais. En entendant cela, le sol se dérobe sous les pieds de Chim. Il s'écrie. Paniqué, qu'est-ce que tu racontes comme des bêtises de fou? C'est trop dangereux. Nous avons encore le temps. Nous pouvons rendre cet arc au gouvernement indien. Juno pose sa main sur son épaule et dit, relax, mon frère, calme-toi. Si nous avançons avec la bonne stratégie et la bonne préparation dès maintenant, rien ne nous arrivera. Tu penses vraiment que ton ami s'agenouillera si facilement devant ces loups affamés? Chim réfléchit quelques instants et, après une profonde inspiration, admet, non, je sais que tu n'es pas faible, mais en tant qu'ami, je m'inquiète pour toi. Je veux juste te voir en sécurité face à tous les dangers. Un léger sourire apparaît sur le visage de Juno. Il regarde Chim et demande, que crois-tu? De qui parles-tu? Je ne suis pas un joueur ordinaire. Je suis le seul et le plus unique CO Juno. Alors ne t'inquiète pas autant. Cette fois, les circonstances ne seront pas du tout comme il y a 25 ans. Chim sourit et pense en lui-même que ce garçon, même après avoir été figé dans la glace pendant tant d'années, n'a pas changé d'un iota. Sa confiance est encore la même qu'avant. C'est alors que le téléphone de Chim sonne soudainement. En écoutant quelqu'un au téléphone, il se met à courir rapidement hors de la pièce. Il dit à quelqu'un au téléphone, non, dites-leur. Clairement non. S'il vous plaît, renvoyez-les tous d'une manière ou d'une autre. Juno ne comprend pas ce qui se passe dehors. Il demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi paniques-tu autant? Chim répond, haletant, dehors, un océan entier de journalistes et de médias a déferlé. Tout le monde a appris que tu as nettoyé seul 2 portes incomplètes. Maintenant, ils sont tous fous d'obtenir un entretien avec toi. Juno réfléchit une seconde puis dit à Chim en souriant, Chim, il n'y a pas besoin de les renvoyer chez eux. Chim demande. Étonné, pourquoi? Juno dit avec un regard profond et calculateur, si nous devons de
toute façon nous battre contre ces démons, au moins le champ de bataille devrait être à notre choix, n'est-ce pas? Va leur dire que je suis prêt à faire une conférence de presse. Et en un instant, tous les journalistes s'installent dans la salle avec leurs caméras et leurs micros et commencent à attendre Junot avec impatience. Pendant ce temps, Junot n'est pas encore arrivé sur scène, ils discutent tous entre eux de ses records précédents. Un journaliste dit: Mon frère, la première porte de ce garçon était la malédiction de l'aube et la deuxième était directement le jardin de la vie. Après si longtemps, le monde des donjons a vu un diamant brut. Comme ce rookie. Un autre dit: Oui, mon ami, certaines personnes disent que la Corée du Sud a trouvé un autre joueur légendaire comme Kim Hwa-jin ou Shin Sung-un. Ils bavardent entre eux en disant que, même parmi d'innombrables étoiles dans le ciel, l'éclat de ce nouveau garçon est complètement différent. C'est alors que la porte de la salle s'ouvrait, en voyant Junot entrer, tous les journalistes se mettent à crier pour prendre des photos. Les flashs des caméras clignotent. Mais dès que Junot arrive sur scène, la bouche de chaque personne présente reste ouverte. Tous sont complètement stupéfaits. Car la superstar montante de ce pays n'est pas arrivée en costume luxueux ou en armure, mais comme un simple lalan. C'est-à-dire un reclus de la maison. Des pantoufles ordinaires aux pieds, un short, un t-shirt bon marché. Maintenant, les journalistes commencent à douter de leurs yeux, est-ce vraiment le courageux joueur qui a nettoyé seul 2 portes impossibles, ou est-ce qu'un garçon ordinaire s'est trompé de chemin et est entré par erreur dans cette salle de presse? Junot regarde l'atmosphère autour de lui et pense en lui-même: Waouh, il y a un sacré spectacle ici. Peut-être que j'aurais dû changer de vêtements avant de venir. Mais l'instant d'après, il se dit: laisse tomber, quand j'étais spectre, je restais 24 heures sur 24 dans des vêtements élégants et un masque. Maintenant, tout ça semble très fatigant et donne mal à la tête. Il prend le micro et se présente d'un air très décontracté: Bonjour tout le monde, je suis Cégin et cette conférence de presse durera exactement 30 minutes à partir de maintenant. Vous pouvez donc commencer vos questions. En voyant cette attitude étrange et insouciante, un journaliste est tellement abasourdi qu'il oublie sa question. Mais l'instant d'après, tous les journalistes se mettent à bombarder de questions. Certains demandent ses expériences dans les portails. Certains veulent savoir ce qu'il a ressenti en posant le pied dans la porte. D'autres demandent pourquoi il a choisi ces portes incomplètes et dangereuses pour commencer sa carrière. Junot affiche un sourire calme et commence à répondre à chaque question complexe avec une grande franchise et précision, en commençant par la malédiction de l'aube. Peu à peu, les médias sont ébahis. Qu'est-ce qui se passe? Ce garçon répondait avec une maturité et un tact tel qu'on aurait dit qu'il avait déjà participé à des centaines de conférences de presse auparavant. Son expérience semblait bien plus grande que son âge et son apparence. En un rien de temps, les 30 minutes sont presque écoulées. Junot regarde sa montre et dit: D'accord, les amis, le temps est presque écoulé. Alors je ne prendrai ici qu'une dernière question. C'est alors qu'un journaliste lève la main dans la foule et demande: Monsieur Junot, avez-vous choisi un nouveau portail pour votre prochaine mission? Junot répond en souriant: Pas encore. Il y a bien un portail où je voudrais aller, mais malheureusement, mon niveau actuel est bien trop faible pour cela. Tous les journalistes demandent avec curiosité: Lequel? Junot regarde vers la caméra et déverse devant tout le monde un sourire mystérieux et meurtrier en disant: La porte